Merci. Pour montrer que je ne suis pas que dans le médicament, je vais commencer par Michael Balint et terminer par David Servan-Schreiber. Michael Balint a écrit « Le médecin est le premier médicament ». Pensez-vous qu'il ait voulu abaisser les médecins au rang de médicaments? Non, il voulait dire le médecin est une personne qui, par sa personnalité, va parler à une autre personne qui est le même malade. Et entre les deux, il y aura un échange thérapeutique, médicamenteux au sens thérapeutique. J'ai connu le temps où la qualité de vie, après un cancer, c'était d'être vivant. D'être vivant, vous avez bien compris, survivant. Actuellement, on guérit 53% des cancers, donc on a l'obligation de permettre aux personnes qui auront survécu et qui vivent, de vivre, et de vivre de façon la plus proche possible de leur vie antérieure et de leur permettre d'être des citoyens à part entière avec des avantages sociaux comme la possibilité d'avoir un travail ou de le retrouver ou de contracter un emprunt pour acquérir un bien. Les sociologues considèrent qu'il y a eu un virage sociologique avec les états généraux des malades de cancer organisés par la Ligue et qui ont abouti au plan cancer de Jacques Chirac en 2002. Qu'est-ce que c'était ce plan cancer? Ce n'était pas davantage de moyens pour la recherche, ce n'était pas seulement davantage de moyens pour la recherche, davantage de cancérologues, davantage d'infirmières, c'était la trame du plan, c'était améliorer la vie quotidienne des personnes traitées pour cancer pendant les soins et après les soins. Améliorer la vie quotidienne. Bien sûr, améliorer les traitements également. Autrement dit, ça c'était fondamental. C'était en 2002, Chirac entamait son deuxième mandat. Il n'avait pas l'intention de se présenter un troisième, mais il avait quand même calculé qu'il y avait 1 500 000 Français en temps réel traités ou déjà traités ou guéris d'un cancer. Et que donc ça faisait une population extrêmement importante, méritant d'être considérée et d'être aidée. Je vais vous dire le paradigme dans lequel on était en train de vivre et qui, fort heureusement, est en train de se fissurer grâce à des travaux comme ceux que conduit Grégory Dino et son équipe. Voilà le paradigme. Il y a d'un côté, je parle du cancer, il y a d'un côté les traitements, d'accord, et de l'autre côté les soins. Les malades ne veulent plus être traités, ils veulent être soignés. C'est-à-dire, ils veulent des traitements avec des soins en plus. Alors, les traitements en cancérologie, tournez comme vous voulez, il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3. Il y a la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. L'hormonothérapie, les cures de variété de chimiothérapie et l'immunothérapie, c'est également du médicament. Donc, vous ne sortez pas de ces 3. Chirurgie, rayon, médicaments. Et de l'autre côté, alors, il y a tout. Il y a le soin, il y a l'activité physique adaptée, il y a la socio-esthétique, il y a les interventions de type psychologique ou social. Il y a tout. Il y a tout ce qui... Alors, on a dit au début, voilà, les traitements, c'est pour la quantité de vie. Les soins, c'est pour la qualité de vie. Ce n'est pas sûr, parce qu'on commence à percevoir que certains soins peuvent améliorer également la quantité de vie. C'est-à-dire peuvent améliorer non seulement les conditions, le bien-être, mais peuvent peut-être intervenir
sur la survie elle-même, sa longueur, ou même jusqu'à la guérison. C'est pour ça qu'il faut impérativement que Grégory Dino et tous les chercheurs qui travaillent avec lui puissent mettre des arguments pour prouver que ces soins, qui ne sont pas des traitements, ont un effet thérapeutique. C'est ça qui est important, que le soin est également un effet thérapeutique. Et bon, j'ai bien vu tout à l'heure que M. Falissard a essayé de démonter la recherche clinique par les phases 3. Bon, d'accord, mais enfin, vous savez, M. Beauvais a démonté le McDonald's de Millau, mais il marche quand même toujours. Et la recherche clinique n'a pas été démontée par M. Falissard, qui a dit avec beaucoup d'intelligence qu'il ne fallait pas compter que sur un outil, qu'il fallait en trouver d'autres. Donc je crois qu'il y a un grand avenir pour de tels congrès, avec une obligation pour les chercheurs d'amener des preuves. Je voudrais vous citer quand même un essai thérapeutique avant de ma conclusion. L'essai thérapeutique, il avait été conduit avec le soutien de la Ligue et il a été publié en 2007 dans un journal scientifique de à très haute cotation. Voilà ce qu'on était en train de démontrer. Il y avait une recherche classique. Vous avez le bras, le traitement standard qu'on fait partout, et de l'autre côté, le traitement dont on veut comparer l'efficacité. D'accord ? Le standard et le traitement nouveau. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé le traitement standard dans la recherche par rapport au même traitement, puisqu'il est standard hors recherche, dans un service où il n'y a pas de recherche, où le malade n'est pas inclus dans la recherche. Voilà. Donc c'était standard contre standard, mais dans deux configurations. Le service hospitalier où est le malade dans le standard fait de la recherche, et le service hospitalier ne fait pas de recherche. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'à défaut d'augmenter le taux de guérison, on augmente la qualité de vie, et de façon très significative. Et pourquoi ? C'est le même traitement, c'est le même médicament, ce sont les mêmes molécules. Mais qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est l'environnement. Parce que dans le bras standard d'un protocole de recherche, vous avez une infirmière ou une attachée de recherche clinique qui, toutes les semaines, vient passer un moment auprès du malade. Elle est assise, elle n'est pas debout. D'habitude, la distance entre un soignant et un soigné, c'est que l'un est debout et que l'autre est couché. Mais si le soignant est assis, déjà il a fait la moitié du chemin. Et cette infirmière demande: est-ce que vous avez mal à la tête ? Est-ce que vous avez bien dormi ? Est-ce que vous avez des fourmis dans les pieds ? Est-ce que vous n'avez pas de nausée ? Elle le note sur un cahier. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le malade sent tout d'un coup qu'il est une personne, qu'on s'intéresse à lui, qu'on lui parle, qu'on lui demande s'il va bien. Et il a ce sentiment que vous avez tous, c'est-à-dire qu'ont tous, même les non-malades, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on le dit en langage psychologique, mais à Béziers, on dirait « on s'occupe de moi ». On s'occupe de moi. On s'est occupé de moi. Il y a une infirmière qui a passé demi-heure avec moi, 3/4 d'heure avec moi à me parler, à me regarder, à m'interroger.
Et c'est ça qui est fondamental, c'est ça que j'appelle le soin par rapport au traitement médicamenteux. Et maintenant, ici, à 4 mètres de mon bras droit, on est le 14 décembre 2007 et je suis assis à côté de David Servan-Schreiber et lui parle des soins et moi des traitements. Et on s'aperçoit que ça communique quand même, ça communique. Et je vais vous dire pour terminer, cher Grégory, quelque chose que m'a dit David et que je n'ai jamais dit publiquement. Publiquement, je n'ai jamais dit. Il m'a dit, je suis inquiet, parce que si je guéris, on va oublier que j'ai eu de la chirurgie et de la chimiothérapie, et on va croire que je n'ai guéri que parce que je préconise. Et si je ne guéris pas, on va dire que tout ce que j'ai écrit ne sert à rien. On va dire que tout ce que j'ai écrit ne sert à rien. Et il avait raison de le craindre en partie, mais je pense que beaucoup de personnes savent qu'il n'a pas écrit pour rien. C'est-à-dire que probablement, il n'a pas guéri, mais très certainement, il a eu une quantité de mois ou d'années de vie supplémentaires, il a eu une qualité de vie supplémentaire, il a donné du bien-être aux autres, il a donné du bonheur aux autres, et donc il n'a pas agi en vain. Je vous remercie.